Messieurs, dames, bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce conseil municipal du 17 octobre. J'ai un pouvoir, donc Estelle qui donne pouvoir à Lucie. J'ai besoin d'un ou d'une secrétaire de séance. Hubert ? Très bien, Hubert sera secrétaire de séance. Approbation du procès verbal de la séance du 19 septembre. Y a-t-il des questions, des commentaires, des remarques ? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. C'est adopté. Et je vais commencer par un petit point finance, si vous le permettez. Alors, je vais prendre le micro portable et on va projeter un petit graphique. Alors, avant que la présentation arrive, j'en profite pour remercier l'excellent travail de Vanessa au service finance, chapeauté par Bertrand et moi-même, challengé, on va dire, par Bertrand et moi-même. Mais c'est vrai que Vanessa a fait un gros travail. En fait, s'il vous plaît, messieurs, dames, on s'est astreint à un exercice qui n'est pas évident, mais qu'on a voulu faire avec Bertrand, qui était de se dire, si demain on devait, s'il vous plaît, si demain on devait en fait faire uniquement les dépenses de fonctionnement indispensables, obligatoires, à combien on redescendrait en dépenses de fonctionnement? Alors qu'est-ce qu'on a gardé? Parce que c'est vrai qu'on peut se dire qu'est-ce qu'on garde dans indispensable. Alors je le dis tout de suite pour la presse, il ne s'agit pas d'aller vers ça, mais la question c'était justement de prendre conscience de nos dépenses de fonctionnement avant de rentrer dans cette période où vous allez vous amuser, c'est-à-dire l'élaboration du budget 2024, puisque on va rentrer dans la période de préparation du budget de l'année prochaine. C'était vraiment de prendre conscience de finalement, depuis 40 ans, ce qu'on avait accumulé comme dépenses pour arriver aux 7 millions, globalement, de dépenses de fonctionnement que nous avons aujourd'hui. Alors l'exercice était assez intéressant. On a considéré globalement qu'aujourd'hui, forcément, on gardait les écoles, puisque ça, c'est une compétence obligatoire, que la restauration scolaire, on ne pouvait plus s'en passer, donc ça restait dans des dépenses indispensables, que la garderie du soir, au vu aujourd'hui du travail des parents, du rythme des parents, ça restait aussi quelque chose d'indispensable. Par contre, on a considéré que le centre de loisirs pourrait devenir associatif et que les parents pourraient payer le prix total sans qu'il y ait une subvention de la mairie sur le centre de loisirs. On a considéré que le centre de loisirs pourrait être complètement externalisé. On a considéré qu'on arrêtait la médiathèque. On a considéré qu'on arrêtait de donner des subventions aux associations. On a considéré qu'on supprimait la police municipale, qu'on arrêtait le fleurissement, qu'on arrêtait un entretien plus des espaces verts, mais qu'on faisait juste le minimum syndical, qu'on arrêtait de déployer des pistes cyclables, qu'on arrêtait, on arrêtait tout l'événementiel, qu'on arrêtait tout ce qui tourne autour de la culture, qu'en termes de communication, on revenait à ce qui est légal, c'est-à-dire un magazine par an. Voilà, on est contraint juste de faire un magazine pour publier notre budget. Voilà, c'est de se dire, si demain, on devait revenir au minimum, à combien on pourrait descendre? Et prendre conscience, justement, aussi de la part que finalement, on ne peut plus diminuer. Parce que moi, j'avais aucune notion. Donc, c'est un exercice qui était assez intéressant. Donc, on a décortiqué, il y a une vraie comptabilité analytique. Donc, ça s'est permis justement parce qu'on a mis en place, ça on avait commencé avec Karen, mais là, on a vraiment accéléré avec Vanessa, tout ce processus de comptabilité analytique, c'est-à-dire d'être capable d'affecter chaque dépense finalement à un champ d'action. Et vous allez voir que on prend conscience de certaines choses. Alors, pour commencer, les dépenses de fonctionnement hors personnel. Donc aujourd'hui, alors ça va bouger avec la fin de l'exercice 2023 forcément, mais nos dépenses de fonctionnement hors personnel se montent à 2,8 millions. Si on faisait cet exercice-là de vraiment garder que ce dont
On a appelé ça essentiel. Hein, je sais pas, on n'a pas trouvé le bon mot. Est-ce que c'est indispensable, essentiel? C'est pas forcément obligatoire, parce que par exemple la cantine, c'est pas obligatoire entre guillemets, mais on considère nous aujourd'hui que c'est essentiel ou indispensable. Alors, voilà. Après, vous allez me dire la culture. Vous dites que la culture c'est pas essentiel. Bon voilà, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. On n'a pas trouvé le bon mot pour exprimer ce qu'on a voulu vous montrer aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, si on devait faire vraiment revenir au minimum, alors je le dis parce que et c'est vrai que c'est triste de le dire là, et d'ailleurs j'aurais dû commencer par ça, mais je dirai un mot là-dessus après. Demain, si on rentre en économie de guerre, si demain la France est en guerre, l'argent public va être fléché sur la production d'armement, etc. Et donc on va demander à tout le monde de réduire la voilure. Donc ça, typiquement, c'est ce qui peut arriver dans une économie de guerre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit bah, stop, vous me faites juste le minimum et tout l'argent est affecté. C'est ce qui se passe dans des pays qui rentrent en guerre, hein, clairement. Donc je ne dis pas ça pour ça, mais le contexte international nous fait quand même dire qu'il faut peut-être qu'on s'y prépare. Donc vous voyez quand même que sur 2,8 millions, eh ben finalement, il y a 1,8 million, 64%. On va dire un tiers, deux tiers, hein, pour résumer, parce que voilà, tout ça, ça peut varier un petit peu. On a quand même 2 tiers de nos dépenses hors personnel qui sont finalement incompressibles aujourd'hui. Voilà. Et donc quand vous regardez la répartition aujourd'hui, hein, tout ce qui est aménagement extérieur, enfin voilà, tout ce qui est aménagement du territoire, c'est 31%. Tout ce qui est vie des écoles aujourd'hui, c'est 24%. Et l'administration générale, c'est 23%. Et donc si on se contentait de l'essentiel, on voit qu'on garde finalement ces 3 blocs-là, mais qu'il y a des blocs, forcément, l'enfance-jeunesse qui disparaissent, le service à la population qui diminue, et la culture voilà, qui disparaît quasiment totalement. Mais donc vous voyez quand même que sur ces dépenses hors personnel, il y a 1,8 million qui sont incompressibles. Donc il y a 1 million qui sont finalement l'accumulation de tous les services, puisque si on revient 40 ans en arrière, on était plutôt sur ce type de dépenses-là, et on voit que l'accumulation fait qu'aujourd'hui, on arrive en hors personnel à 2,8 millions. Si on regarde maintenant les dépenses de personnel, puisqu'on a aussi fait cet exercice-là, c'est-à-dire de se dire quel poste on supprimerait. Oui, non, mais il faut, voilà, c'est un exercice hein, de prise de conscience. Donc aujourd'hui, nos dépenses de personnel sont de 4,1 millions. Si on devait vraiment réduire la voilure, on redescendrait à 2,6 millions. Mais on n'arriverait plus aujourd'hui à descendre en dessous de 2,6 millions. Voilà. Et donc si on prend le total de nos dépenses de fonctionnement, donc on a des dépenses de fonctionnement qui sont de l'ordre de 7 millions par an, on pourrait redescendre à 4 millions 4, 4 millions 5. Voilà. Mais ça veut quand même dire qu'au total de nos dépenses de fonctionnement, on a les 2 tiers aujourd'hui de nos dépenses de fonctionnement finalement qui sont totalement incompressibles. Voilà. Qui sont aujourd'hui, on ne peut pas revenir en arrière. Moi, j'avais pas conscience en fait j'arrivais pas à matérialiser ces chiffres-là. Donc aujourd'hui, on a fait cet exercice-là. Et donc, il y a, vous voyez, 2,5 millions aujourd'hui qui sont la somme de toutes les politiques publiques qui font la qualité de vie de Châteaubourg, bien entendu. Hein. Il n'est pas question de revenir sur tout. Mais si on se dit qu'entre l'obligatoire et finalement ce qu'on consacre à ce qui fait aujourd'hui la qualité de vie à Châteaubourg, il y a ces 2,5 millions là qui sont la culture, qui sont l'événementiel, qui sont le fleurissement, qui sont l'entretien des parcs, qui sont le développement du vélo, qui sont la communication, les outils de communication, qui sont les crèches, puisque vous savez qu'on paye du PSU, donc là c'est des choses qu'on enlève aussi. Donc aujourd'hui, le service supplémentaire qu'on apporte par rapport à ce qui est la base est de l'ordre de 2,5 millions sur Châteaubourg. Voilà, donc c'est une petite prise de conscience de ce que sont nos dépenses publiques et de aussi ce qu'est la répartition de nos dépenses publiques. Ça permet aussi de voir combien pèse aujourd'hui la partie aménagement par rapport à la partie vie scolaire. Donc on voit quand même qu'un tiers, enfin 28% de nos dépenses sont liées aujourd'hui aux écoles. Hein. Donc c'est la restauration scolaire, c'est le périscolaire, c'est les achats, les dépenses d'équipement dans les écoles, c'est la rénovation des classes, etc. Donc tout ça, ça participe pour quand même
presque un tiers de nos dépenses. Et puis il y a l'administration générale qui pèse aussi quand même un gros morceau. Et la culture finalement, et la com, ce n'est que 3% des dépenses. Mais c'est souvent des dépenses sur lesquelles on se focalise. Vous savez, on a souvent des débats, mais ça permet de remettre en perspective aussi ce qui est figé et ce qui ne l'est pas. Parce qu'on peut se dire 7 millions, c'est énorme, mais vous voyez que sur les 7 millions, il y a déjà 4,5 millions, on ne peut pas y toucher, quoi. Enfin, globalement, ils sont incompressibles, intouchables. Voilà, je trouvais l'exercice intéressant, je trouvais important de le partager avec vous, puisque vous allez maintenant être dans des commissions où vous allez parler du budget 2024. Et que la nature humaine et la nature de l'élu fait qu'on a toujours envie d'en faire plus. Donc c'est important de prendre conscience des impacts des plus quand on cumule les plus, puisque les petits plus, c'est vrai que pris un par un, souvent ils ne font pas beaucoup, mais la somme des petits plus, voilà, ça finit par faire des montants. Voilà, je ne sais pas si vous trouvez ça intéressant ou pas, mais est-ce que Bertrand, tu voulais rajouter quelque chose sur ces chiffres? Quand on dépense, c'est facile, mais il y a des fois, quand on doit restreindre, on trouve pas. Et il y a des fois, c'est de se reposer vraiment la bonne question en disant est-ce que c'est essentiel? Est-ce qu'on ne peut pas peut-être en faire moins souvent, pas tout le temps? Enfin, et ça peut tomber sous le sens, quoi. Mais je pense que c'est ensemble qu'on peut le faire aussi, et en se posant les bonnes questions. Et autrement, on réfléchissait aussi peut-être à, mais là on n'a pas eu le temps d'en parler entre élus, mais c'était peut-être jusqu'à la fin du mandat, essayer de programmer, planifier nos dépenses pour mettre les dépenses qu'on va vraiment réaliser et pas mettre des dépenses qui ne vont pas être réalisées. Ça permettrait de... Non, mais c'est parce qu'il y a des fois... Mais... Oui, mais bon, il faut qu'on peaufine peut-être à ce moment-là, qu'on planifie mieux. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non? Est-ce que vous aviez conscience? Pas forcément. Très bien. Et bien maintenant, vous avez conscience. Et ça permet aussi d'expliquer. Votre rôle d'élu, c'est aussi d'expliquer à un moment donné aux habitants, puisque on peut facilement entendre vous dépensez trop, ou pas assez d'ailleurs, chez certains. Mais là, ça permet d'avoir comme ça ces ratios un petit peu, un tiers, deux tiers. Voilà, de se remettre les idées au clair avant d'attaquer la période budgétaire. Est-ce que d'autres villes ont fait cette expérience? Pas beaucoup, non. Non. Mais je sens que je vais intéresser du monde. Oui. Ouais. Non, mais l'exercice est intéressant pour tout à fait. Mais clairement intéressant sur un bassin de vie ou Non, c'est il y a pas beaucoup de villes qui font cette ouais, tout à fait. Après voilà. Et puis ça. Non, mais c'est des sujets et d'ailleurs on avait lancé cet exercice-là et il y aura une des tables rondes de l'AMF qui sera sur justement les dépenses publiques, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait changer, tout ça. Donc on voit que voilà, ça, c'est des réflexions en fait que les maires commencent à se partager. Qu'est-ce qui, dans un contexte demain de baisse de l'argent public, qu'est-ce qui est essentiel ou pas? Voilà pour ça, messieurs, dames. Je vous propose d'attaquer du coup l'ordre du jour. Avant d'attaquer cet ordre du jour, juste vous dire qu'on a eu un moment un petit peu fort en début de semaine, puisque, et pour ceux qui travaillent dans les écoles le savent, il y a eu une minute de silence qui a été faite dans toutes nos écoles, particulièrement dans les deux collèges où ça a été vraiment suivi avec l'ensemble des élèves, des moments assez forts de voir 700 collégiens en silence réfléchir à tout ça. Il y a eu tout un travail qui a été fait vraiment, et je tiens à le saluer par le monde enseignant dans nos écoles, d'explication, d'accompagnement auprès des enfants. Moi j'ai trouvé ça remarquable de le faire et d'expliquer. Moi j'ai des enfants en âge de comprendre un peu ce qui se passe et donc d'avoir ce temps un peu d'explication qui ne soit pas que celui des parents, je pense que c'est important. Les moments sont difficiles. Bon, je ne vous cache pas que l'accumulation là commence à
voilà, on a envie de vous vivre des choses quand on est maire et élu, on a envie d'avoir des moments un peu plus joyeux, un peu plus festifs. Là, il y a une ambiance un peu pesante là, qui est un peu compliquée. Je remercie aussi l'ensemble du personnel de la mairie, puisqu'il a fallu lundi matin faire un petit peu, revoir le plan Vigipirate, mettre en place les protocoles, vérifier bien que tout soit bien fermé, que les protocoles soient bien appliqués sur tout ce qui est anti-intrusion, tout ce qui est système d'alarme, etc. Donc c'est vrai que quand vous attaquez la semaine là-dessus, c'est un peu, un peu difficile, et forcément que la pensée elle va avant tout pour le professeur tué, pour Samuel Paty aussi, puisque c'était 3 ans après, et puis pour toutes les familles impactées. Et puis on peut aussi penser à nos amis belges qui vivent aussi en ce moment la même chose que nous, et on se pose toujours la question de quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc c'est assez pesant comme atmosphère. Le contexte, tout à l'heure j'en parlais quand je faisais allusion à une économie de guerre, mais le contexte d'Israël, de la bande de Gaza, de ce qui se passe en Ukraine, et on voit bien que la moindre étincelle pourrait embrayer sur un conflit mondial. Donc voilà, ayons de la retenue dans nos propos. Moi, je suis sidéré de voir certaines réactions. Je crois que la seule chose qu'on peut faire dans cette situation, c'est en tout cas d'avoir de la retenue, de ne pas parler sans connaître vraiment le sujet. Et quand on parle du conflit israélo-palestinien, je crois qu'il faut être de là-bas pour vraiment pouvoir en parler, et en parler peut-être très ouvertement. Moi, je sais que j'ai beaucoup de retenue sur ce sujet parce que je le connais pas suffisamment. En tout cas, je pense qu'il y a une part culturelle très forte et identitaire très forte que je ne maîtrise pas et que je ne peux pas m'approprier. Donc j'évite de faire des commentaires et d'avoir des partis pris trop forts, même si rien ne justifie une attaque terroriste, à mon sens, parce que c'est une attaque terroriste, et le Hamas est un groupe terroriste, mais il ne faut pas non plus confondre le Hamas et l'ensemble des Palestiniens, comme il ne faut pas confondre le gouvernement israélien avec l'ensemble des Israéliens. Voilà. Et il faut savoir faire la part des choses et mettre tout le monde dans le même panier et essayer d'importer ce conflit en France. C'est pour moi une faute politique majeure. Donc voilà, je n'en dirai pas plus, mais de la retenue, et ayez de la retenue dans vos propos, et de la prise de recul, parce que ça nous dépasse de beaucoup. Voilà pour ce petit mot, et je vous propose de passer à l'ordre du jour du Conseil municipal. Première délibération, délibération 158. Alors, ce n'est pas une délibération puisque c'est le compte-rendu des décisions prises par le maire. Donc, vous avez toute l'étude sur la canopée et la végétalisation de la ville qui est en cours. D'ailleurs, ça devrait bientôt être de retour. Vous avez des travaux d'aménagement. Ça fait longtemps qu'on attend ça aussi, Aude. En fait, c'est tout l'aménagement, vous voyez, la butte verte du parking Sud-Gare là, qui est en friche. Là. Donc, c'est toute la végétalisation et aménagement de cette partie-là. Donc, ça va faire du bien. Et puis, on a eu des travaux. On a refait tout le réseau d'eau usée, puisque comme on a ouvert la cour, on s'est rendu compte que de l'école Charles de Gaulle, que sous la cour, avant d'attaquer les travaux d'extension-rénovation, il fallait refaire les réseaux. Donc ça a été fait cet été. Et je vous propose de passer à la délibération 159 pour le fonds d'innovation pédagogique, et je passe la parole à Daniel Cochery. Oui, délibération 159. L'école Charles de Gaulle a sollicité la commune de Châteaubourg pour l'acquisition d'une flotte de tablettes et d'équipements liés protection, chariot de transport et chargement logiciel. C'est un peu ton domaine aussi. Les objectifs sont les suivants: aider les élèves en difficulté dans la maîtrise de la langue, différenciation, personnalisation des parcours, rendre l'élève davantage autonome et acteur de ses apprentissages, motiver chaque élève avec de nouveaux supports à l'école par la pratique développée du travail des ateliers,
Le coût de ce projet a été évalué à 4 567,12 €. L'école Charles de Gaulle a sollicité et acquis un financement en totalité du projet via le Fonds d'innovation pédagogique. 2 options de financement sont possibles, l'acquisition du matériel par la ville, puis le versement de la subvention à la ville par le rectorat. L'achat direct du matériel par... Alors, autre option, l'achat direct du matériel par le rectorat, suivi d'une convention avec la commune pour le transfert de propriété. Il est proposé aux membres du conseil municipal que l'acquisition du matériel soit réalisée par la ville, qui percevra ensuite la subvention du rectorat. Le projet de convention est joint en annexe de la présente délibération. Suite à la présentation du sujet en commission 4 du 13 septembre 2023 et du 11 octobre 2023, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de financement jointe en annexe de la présente délibération, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention ainsi que tout document relatif à ce dossier. Y a-t-il des questions? Sujet déjà abordé plusieurs fois. Réaborder. Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup, c'est adopté. Je passe la parole à Catherine Guiborel. Alors, la crèche Rigolo comme la vie, un contrat de pré-réservation de berceau. Suite à la vente d'un terrain non viabilisé attenant à la maison de l'enfance pour la réalisation d'une crèche pouvant aller jusqu'à 20 places pour des enfants âgés de 0 à 3 ans, voire jusqu'à 6 ans. Il est proposé au conseil municipal que le porteur de projet retenu pour assurer la gestion et l'exploitation soit Rigolo comme la vie. Ce projet devant relever d'un fonctionnement dit PSU, prestation de service unique auprès de la CAF, subvention garantissant des tarifs modulés auprès des familles, la ville doit financer une partie des berceaux qui seront proposés, l'autre partie des berceaux pouvant être financés par des entités publiques ou privées. Il convient de définir les modalités de partenariat entre Rigolo comme la vie et la ville au sein d'un contrat de pré-réservation de berceaux. Celui-ci précise notamment les clauses suspensives, notamment que la réservation de berceaux est conditionnée à l'ouverture de la crèche, à la garantie que le projet soit bien éligible à un fonctionnement PSU et à l'obtention par le porteur de projet de l'ensemble des validations et accords nécessaires à la gestion et à l'exploitation de la future crèche, notamment auprès des services de la PMI. Le nombre de berceaux réservés par la ville, 15, le prix annuel au berceau tel que défini en annexe et les modalités de revalorisation et la durée de contractualisation. Le contrat est joint en annexe de la présente délibération. Suite à la présentation du sujet en commission 4 en date du 11 octobre 2023, il est proposé au conseil municipal d'approuver le contrat de pré-réservation de berceau joint en annexe de la présente délibération et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer le dit contrat ainsi que tout document relatif à ce dossier. Sujet aussi déjà évoqué lors du dernier conseil puisqu'on a vendu le terrain, la délibération de la vente du terrain. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Et nous passons à la délibération 161, celle que j'adore. La convention territoriale globale. Catherine, je te laisse la parole. Donc, pour parler de ce sujet, effectivement, tout à fait récent pour nous cette année, je dirais. Il s'agit de la convention donc, territoriale globale. Donc, pour rendre cela un peu plus ludique, Laurent et Sarah nous ont préparé, vous ont préparé donc une petite synthèse de ce qui est donné dans la convention qui est donc jointe en pièces annexes. Donc, qui est un très gros document, mais intéressant à lire. Je pense que vous avez tous lu, mais voilà une petite synthèse. Donc, précédemment, jusqu'à décembre 2022, chaque commune de Vitry Communauté avait signé le contrat enfance-jeunesse. Il a été donc proposé par la CAF, porteur d'un projet d'État, de passer à ce qu'ils appellent cette convention territoriale globale, de telle façon à... je pense, à harmoniser sur le territoire les pratiques, puisque autant de communes précédemment, autant de CEJ. Il a donc été proposé une convention donc globale,
suite à différents contacts, ils se sont aperçus, et en contact avec les différentes communes, que nos bassins de vie sont très différents sur vie très communautée. Donc, au final, il a été proposé de partager le territoire en 5 parties. Donc, donc nous sommes sur le secteur donc, ouest. Vous voyez qu'il y a un secteur sud qui a 18 communes qui doivent travailler ensemble. Donc l'idée, c'est que les bassins de vie, les communes des bassins de vie, travaillent ensemble sur les projets liés sur, donc, tel qu'est donné par la délibération, sur des sujets très vastes. Donc on englobe là, la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, la parentalité et les familles, ce qui n'était pas le cas dans les contrats enfance-jeunesse. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une harmonisation des pratiques sur le territoire, d'une mise en commun, d'une coopération intercommunale, parce que c'est le but. Hein. Sur la prochaine, on a un peu l'objectif de la démarche, hein, tel que ça a été donné par l'étude à ce sujet-là. Hein. C'est donc bien une convention qui va être signée pour nous pour 5 ans. Donc, c'est bien une convention 2023. Donc, ça englobe cette année, car il faut savoir que cette année, nous ne sommes plus couverts par un contrat enfance-jeunesse. Donc, pour notre accompagnement par la CAF cette année, si on ne signe pas en 2023, nous n'aurons pas d'accompagnement par la CAF. Hein, sur tous nos projets. Donc, convention pour 5 ans, donc de partager une vision globale et transversale du territoire, donc articuler les politiques familiales et sociales avec les besoins des habitants, donc prendre vraiment en considération tous les besoins, identifier donc les complémentarités, et ça c'est très important, les différentes offres, donc optimiser et dégager des moyens pour développer des actions innovantes. Et c'est vrai que il va falloir, je pense, revoir nos façons de travailler pour travailler ensemble en coopération. Hein. On ne va plus parler en coordination, mais en coopération. Voilà. Juste vous donner un peu la démarche, tout ce qui s'est passé sur 2023, auquel on a participé à plusieurs. Voilà, sur une phase 1, la restitution du comité de pilotage intercommunal qui a eu lieu le 28 mars. Il y a eu en parallèle donc, un très gros diagnostic fait donc, par territoire. Donc nous, territoire ouest, un diagnostic pour notre territoire ouest. Chaque territoire a eu son diagnostic. Il y a une restitution donc, aux différents comités de pilotage le 28 mars, des séminaires de travail proposés d'une part avec les élus le 11 avril, avec les agents, les administratifs et les élus au mois de mai, une rédaction donc, des 5 CTG, diagnostics y compris, et les plans d'action. Parce que suite à ces ateliers, il a été donc établi par chaque CTG des plans d'action, des fiches actions, et tout ça a été, ils ont restitué l'ensemble lors d'une très grosse réunion le 28 septembre. Et là, on s'est dit, il faut des pilotes. Les prochaines étapes, voilà, y a-t-il un pilote dans l'avion? Les prochaines étapes, donc, une obligation donc de signer cette convention pour une continuité du financement, une présentation donc, et adoption de la CTG par les conseils municipaux, c'est ce que nous faisons ce soir. Les autres villes associées à notre CTG, alors nous sommes 8 sur la CTG ouest. Nous avons donc Saint-Didier, Saint-Jean, Domanier, Saint-Aubin-des-Landes, Cornillé, Possé-les-Bois et Louvigné-de-Baie. Donc nous sommes 8 communes à travailler ensemble en obligation à partir de la signature de cette convention. Donc, et il y aura donc, lorsque toutes les communes auront signé, une signature officielle en conseil d'agglomération le 14 décembre. Ensuite, on a quand même repris, pour vous montrer un peu ce que sont les axes de travail, à Claire, si vous voulez bien, un petit peu. Donc, les actions prioritaires, donc voici les communes. Donc, en ouest, donc 3 axes de travail. Je ne vais pas vous les relire. Hein. Donc, le document est joint également en annexe. Et de là sont ressorties 10 actions prioritaires pour les 5 ans de la CTG. Donc, nous ne sommes pas obligés de mener toutes ces actions de front. Pas obligé aussi de mener ces actions de façon intercommunale sur les 8 communes. On peut très bien être à 2 communes,
Enfin bon, on va s'organiser, on ne sait pas encore comment. Ça va être une année d'expérimentation 2024. Donc voilà, donc 10 actions. Et il nous a fallu en toute urgence donc mettre des pilotes en face de chaque action. Vous voyez ici. Ça y est. Donc il y a des pilotes de nommer. Il y aura aussi des responsables de coordination, on appelle ça des attachés de coordination pour quelques actions ou à l'intérieur des actions qui sont identifiées. Alors à savoir quand même un petit mot sur Châteaubourg. Nous sommes effectivement un pôle d'attraction. On fait déjà beaucoup d'actions il y a beaucoup de démarches qui rentrent dans ces actions, qui ont été identifiées, parce qu'en face de chaque pilotage de ces actions, il y a un financement possible. Donc, quand on mène une action, un pilote sera financé pour cette action, on aura un financement. Quand l'action se termine, eh bien, le financement se terminera en même temps. Donc, voilà, le fonctionnement va être complètement différent. Donc, à nous de savoir gérer, de progresser dans nos actions. Donc, vous voyez que Châteaubourg intervient, je crois, sur 5 pilotages, là. Hein. Et pour l'ensemble de cette CTG 5, il y a un comité de pilotage, mais qui est également géré par un pilote de coordination globale. Donc, dans ce cadre-là, c'est Laurent et Sarah qui sont en binôme, qui vont piloter cette CTG 5 pour l'ensemble de nos 8 communes, donc avec des réunions, etc. Donc, je vais passer la parole à Cathy qui va vous présenter la délibération, ce qu'il faut voter ce soir pour que cela fonctionne. Donc, alors, si vous avez des questions, par contre, sur le sujet, peut-être à un autre moment, si vous avez besoin qu'on développe, on développera sur d'autres conseils. Complexe. Donc, suite à la présentation du sujet aux membres de la commission 4 en date du 11 octobre 2023, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention territoriale globale annexée à la présente délibération, de nommer 1 ou 2 représentants de la commune pour le comité de pilotage du bassin de vie. Donc, il faut désigner ce soir 1 ou 2 représentants élus de la commune. Hubert, tu te proposes... Ah non, Donc, Catherine, effectivement, s'est proposée pour être un des pilotes. Il reste une place, si ça intéresse. Et Christelle avait manifesté... Et Christelle avait manifesté l'envie. Voilà. Vous battez pas. Très bien. Et ben, nous avons nos représentants. Et donc, pour Vitré Communauté, il faut un représentant. Je vous propose que ce soit Catherine qui a suivi tout ça. Merci beaucoup. Et donc, on doit aussi voter cette CTG. Bon, moi, je voulais vraiment remercier les Catherine qui ont passé du temps, à tous ceux qui ont passé du temps. Dany, tu en as peut-être passé un petit peu. Non, pas sur ce volet-là. Moi, je vous avoue que je sature de tous ces schémas, conventions, voilà, entre la CTG, le PEDT, le PAT, le PLH. Je passe ma vie en réunion. Ça devient, voilà, mais il y a une forme de recentralisation aussi et on veut nous emmener où on a envie de nous emmener et que si on ne va pas où ils ont envie qu'on aille, eh ben, ils arrêtent les financements. Et en fait, ça nous enferme dans des schémas qui ne permettent plus, moi je trouve, de la réactivité, de la souplesse, de s'adapter. Voilà, là on part pour 5 ans. Il y a 5 ans, le Covid n'avait pas encore eu lieu. Vous voyez, à la vitesse où tout bouge, moi je trouve qu'on s'enferme dans des schémas et on est de plus en plus dans cette forme de schématisation un peu de l'action publique qui permet à l'État d'avoir un certain contrôle sur les collectivités. Il faut dire les choses comme elles le sont. Autant je trouve que partager nos réflexions avec les communes du bassin de vie, je trouve ça pertinent, même si finalement c'est vrai que ce n'est pas nous qui avons le plus à gagner, mais peut-être des communes qui sont moins structurées, où on peut peut-être apporter une expérience, mais finalement on n'avait pas besoin de schémas, de CTG pour mettre en place ces échanges et ces bonnes pratiques et créer des passerelles entre nos communes. Bon, voilà, là, voilà, c'est comme ça. L'action publique va vers ce type de schéma désormais. On n'a pas vraiment le choix.
Voilà, c'est ainsi, il faut avancer, mais c'est vrai qu'on a à peine fini un schéma, qu'on va repartir sur le PEDT, on va repartir sur autre chose, et en fait on passe notre temps d'élus sur du schéma, alors qu'on a envie de passer notre temps sur du concret, sur de la mise en place d'actions, et sur voilà, du terrain, et pas de passer sa vie en réunion à essayer d'élaborer des schémas où en fait dès le départ on nous emmène quasiment où on a envie de nous emmener. Bref, ça c'est dit. Comme disait un ancien président de Vitreco, c'est quoi ton machin là? J'y comprends rien. Vous voyez de qui je parle. Ça avait le don de l'exaspérer aussi, ces machins-là. Bon, ben voilà, on va voter la CTG. Bon, c'est comme ça. Ce n'est que ma réflexion personnelle, bien entendu, et elle n'engage que moi. Avez-vous des questions? Eh bien, je vous propose de mettre aux voix. Qui s'abstient? 2 abstentions. Qui vote contre? Merci beaucoup. J'aurais pu m'abstenir aussi, mais bon. Bertrand et Marie-Christine se sont abstenus. Et je passe la parole à Hubert pour le classement sonore des infrastructures de transport. Voilà, je pense qu'on va avoir une petite présentation, un petit visuel également, concernant effectivement donc, un avis sur le projet d'arrêté préfectoral portant sur le classement sonore des infrastructures de transport routière et ferroviaire dans le département d'Ille-et-Vilaine. Le classement sonore des voies bruyantes en Ille-et-Vilaine est en cours de révision et compte tenu donc des évolutions intervenues depuis l'adoption des arrêtés de classement sonore pris entre 2000 et 2004, donc il est apparu nécessaire de réviser le classement sonore des voies bruyantes situées dans le département d'Ille-et-Vilaine. Et donc effectivement, pour ce qui concerne la commune de Châteaubourg, donc certains axes vont donc sont identifiés. Alors ce sont des axes qui, pour les trafics routiers journaliers, sont supérieurs à 5000 véhicules jour. Pour les voies de chemin de fer interurbaines, donc supérieures à 50 trains par jour. Et pour les voies de chemin de fer urbaines, plus de 100 trains par jour. Donc ce projet donc, de classement comporte 5 catégories qui impliquent des zones d'affectation de 10 à 300 mètres de part et d'autre des voies classées. Donc on verra tout à l'heure sur la cartographie, puisque la 857, la 157 et le long de la voie de chemin de fer, donc il y en a 3 réseaux qui devront être reportés dans les annexes graphiques des documents d'urbanisme. Donc à chaque catégorie est associé un secteur de bruit dans lequel des prescriptions d'isolement acoustique sont à respecter. C'est-à-dire qu'effectivement, derrière tout ça, il y a des contraintes qui vont venir s'imposer. Donc pour Châteaubourg, on le retrouve sur la présentation que vous avez. Donc la 157 avec un classement en catégorie 1. Ça veut dire qu'effectivement, la largeur des secteurs affectés par le bruit sont de 300 mètres. Pour la 857, donc la route de Vitry, un classement en catégorie 3 ou 4, avec une largeur des secteurs affectés par le bruit donc de 100 mètres ou 30 mètres. Alors on verra, on a un visuel un peu plus détaillé. Voilà, effectivement, donc dans cette traversée de Châteaubourg, où on voit qu'on a un petit pastillage là sur un secteur, le centre-bourg en tous les cas, le centre-ville, où on nous dit effectivement que là on a un recul de 100 mètres. Et donc ce qui a été présenté, ceci a été présenté en commission le 4 octobre dernier, et une des remarques en tous les cas a été effectivement que le conseil municipal s'interroge sur le classement donc en catégorie 3 d'un tronçon dans le centre-ville. Donc c'est ce petit bout là qu'on aperçoit juste en dessous de Châteaubourg, voilà. Donc c'est identifié sur un tableau, mais voilà, on se pose la question pourquoi juste un petit secteur comme ça est identifié avec une zone et un tel recul, donc qui vont entraîner effectivement dans le cadre de nouvelles constructions, de nouveaux projets, eh bien des contraintes effectivement d'isolation acoustique. Donc cette commission, donc hormis ça aussi, il est proposé d'indiquer qu'une voie de contournement de Châteaubourg permettrait d'impacter moins d'habitations dans l'agglomération. Et voilà, donc d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Aude. Merci beaucoup. Un mur acoustique en centre-ville de Châteaubourg. Est-ce que j'ai bien compris?
ce qui vient d'être dit. Enfin, un mur, des éléments anti-bruit. J'ai mal compris. Non, en fait, c'est dans cette zone, dans la zone en tous les cas qui est rouge là derrière, effectivement, donc entraîne plus de contraintes que dans le reste de la traversée, que dans le reste sur la 857. Et donc on va avoir des contraintes localement plus importantes dans un secteur du centre-ville de Châteaubourg que dans d'autres, alors que le trafic est le même. Donc notre question c'est pourquoi, en fait, pourquoi cette identification dans ce centre-ville, dans ce centre-bourg là, sur cette zone-là? Non, c'est le centre, hein. C'est vraiment le centre. Quand on regarde, on voit, si on agrandit, on a entre la rue du Maréchal Leclerc et puis la rue des Manoirs. Juste le secteur-là. C'est pas justifié, quoi, en fait. Voilà, donc on pose la question. On pose la question. Voilà. Non, c'est voilà, quand on regarde, hein, c'est entre la rue Maréchal Leclerc et puis la rue des Manoirs. Pile poil. Bon. Pourquoi là? Donc voilà notre question. Très bien. Oui. Le département, puisque en fait, c'est le classement sonore des voies bruyantes en Ille-et-Vilaine. Donc c'est suite effectivement à un recensement dans le département. Donc c'est le département qui porte le sujet. Ultérieurement, mais dans un premier temps, c'est effectivement le département, ouais, qui recense. Alors c'est lui qui a pastillé, hein, c'est pas nous, c'est lui qui a identifié. Donc j'imagine les services effectivement de Vitry là. Ouais. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Donc je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Et nous passons au DIA. Le meilleur moment du conseil. Allez, DIA 73. Donc ouais, on va en passer peut-être plusieurs en même temps. Donc numéro 334, donc au parc d'activité de la Gaultière. On a une superficie de 2753 mètres carrés. Donc on avait déjà évoqué cette DIA, c'est une division, hein, effectivement, donc pas de préemption. La 74, on est au 28 rue Georges Sand sur une parcelle de 522 mètres carrés. Donc on est dans le haut. Pas de préemption. La 75, alors on a la 75, 76, 77. Je propose qu'effectivement on les traite sans doute ensemble, puisque c'est au numéro 23 rue de la Goulgatière pour une superficie de parcelle de 1986 mètres carrés. Donc on voit bien effectivement tout le projet et notamment une division à côté du Castel Julie. Tout le monde localise effectivement l'endroit. Donc pas de préemption pour ces 3 DIA. Et puis même chose, on va mutualiser les deux prochaines, la 78 et la 79. On est au 1 rue de la Goulgatière pour... Ah bon, on y est déjà, voilà, ok. Pour 5000 mètres carrés, puisqu'on avait les deux. L'autre, c'était la parcelle mitoyenne. Et là, c'est pour le Castel Julie. Effectivement, donc pas de préemption. Sur la DIA numéro 80, donc un terrain non bâti, donc un terrain à bâtir, bien sûr, 9 rue du Plessis-Saint-Melaine. On a 473 mètres carrés. Donc c'est un terrain qui est issu d'une division. Donc on va avoir forcément une nouvelle habitation sur cette parcelle, donc pas de préemption. La DIA 81, une habitation donc, qui est aux 12 allées des Tulipes, sur une parcelle de 560 mètres carrés. Pas de préemption. Et puis la DIA 82, on va au Breil pour une parcelle de 5182 mètres carrés, dans le cadre effectivement d'un projet. Voilà, donc pas de préemption sur cette dernière DIA. Voilà. Merci. Des questions? Eh bien, on continue. Délibération 164. Ah, c'est moi ça. École Charles de Gaulle. Délibération importante puisqu'il s'agit d'un des gros projets du mandat. On a une petite présentation, non? J'avais demandé, mais ça n'a pas dû être fait. Un résumé de ce qu'il y avait en termes de surface, de mètres carrés. Non, on n'a rien eu. Non, à Noémie. Ok, donc on va faire 100. Donc il s'agit de l'attribution des marchés de travaux pour l'extension, rénovation de l'école Charles de Gaulle. Donc je ne vais pas tout vous redécrire et la situation technique. Le montant global après l'attribution des marchés
est de 2 954 625,36 euros hors taxe. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce prix-là? Parce que c'est important. Il y a la création de 1000 m² globalement de surface de locaux scolaires avec 6 classes, les couloirs, les sanitaires, les dortoirs, donc sur 2 étages. Donc ça vient globalement sur la cour maternelle. Il y a la création d'un préau, d'un nouveau préau qui vient en continuité de cette extension. Sous ce préau, il y a la création d'un local d'archives. C'est important. Dans ce budget-là, il y a aussi la création d'un vrai local d'archives, puisqu'aujourd'hui, il ne faut pas trop le dire, mais les archives municipales sont stockées dans un grenier où les conditions d'archivage sont quand même pas optimales. Donc là, on va avoir un vrai local avec un contrôle de la température, ce qui va nous permettre quand même de sauvegarder en tout cas nos archives dans le temps. Donc voilà, ça va venir sous le préau et donc ce sera accessible côté mairie. Donc c'est vrai qu'on a profité de cet emplacement puisque c'est quand même pratique quand les archives sont proches de la mairie, puisqu'il arrive que les services soient obligés d'aller fouiller dans les archives, notamment quand on a des divisions cadastrales, enfin voilà, des choses qui remontent à il y a quelques temps. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir rendre ça facilement accessible. Et il y a dans ce budget-là également la rénovation de la vieille partie années 70 de l'école Charles de Gaulle, avec isolation thermique par l'extérieur et on refait la façade pour harmoniser la façade avec l'extension qui va être faite. On a aussi dans ce projet-là la mise en place d'une chaudière bois. Donc c'est une première, ça va être notre première chaudière bois. Donc on va voir si ça fonctionne. Et la possibilité de créer un mini réseau de chaleur, notamment pour alimenter la mairie qui est juste à côté avec cette chaudière bois. Si jamais ça fonctionnait bien et qu'on en était content. Donc voilà, derrière ces 2 954 000 euros, il y a tout ça. C'est important de le dire, voilà, parce qu'on peut se dire qu'est-ce qu'il y a derrière ce prix-là. Donc vous avez la liste de l'ensemble des entreprises. Je ne vais pas toutes les lister, c'est passé en commission MAPA le 3 octobre. Il nous reste les menuiseries intérieures qui sont en attente. Mais sinon, voilà, tout est calé. Et l'objectif, c'est de démarrer d'ici la fin de l'année civile le début de ces travaux. On a déjà installé un bloc sanitaire provisoire pour préparer tout ça. L'accès au chantier, donc ce sera un chantier en école ouverte, donc ce qui rend aussi compliqué ce chantier. Et donc l'accès du chantier, du coup notamment on va commencer par l'extension, se fera par le parking de la mairie. Donc il y aura aussi une indisponibilité du parking de la mairie pendant un certain temps, puisque ce sera vraiment l'accès chantier pour accéder à la partie extension. Et ensuite, quand l'extension sera finie, on passera à la partie rénovation. On va utiliser la bibliothèque et salle des Tours Carrés. Enfin voilà, il y a un petit jeu de chaises musicales là, pour faire de temps en temps des classes tampons pendant les périodes de travaux. Voilà, on va essayer de limiter au maximum les impacts sur les classes, et on remercie d'avance les enseignants pour leur compréhension, mais ils savent que c'est pour du mieux. Donc voilà. Et on attend des subventions, et j'espère beaucoup de subventions. Vous avez entendu le président de la République parler de sa volonté de lancer un grand plan de rénovation des écoles. Donc on espère bien, on surveille ça attentivement, récolter les subventions qui vont sur ce plan de rénovation des écoles. Y a-t-il des questions? Et sachant que c'est dans la main... Alors là, j'entendais grand plan. Là, l'avantage, ce n'est pas des appels à projets, c'est le sous-préfet qui, clac, 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 qui distribue. Donc, on va essayer de faire en sorte que le sous-préfet nous accorde des bonnes subventions. Voilà. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un dispositif un peu plus souple, j'espère, avec pas trop de cases à cocher.
Oui, et le personnel périscolaire qui va être impacté aussi pendant les travaux. C'est bon? Pas de questions? Vous avez vu la liste? On est go? Eh bien, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup et c'est parti pour un gros chantier. Ce que je disais, j'étais frustré, j'avais plus de gros chantiers en cours. Voilà, j'ai 2 mois sans... Voilà, médiathèque est terminée, le terrain de foot synthétique quasiment terminé, la grange est terminée. Je commençais à m'ennuyer. Donc voilà, on va redémarrer 2 chantiers puisque l'école et puis à venir prochainement, vous aurez la salle de sport. Programme de voirie. Aude. Alors c'est un chantier et non des moindres, monsieur le maire. Il se voit peut-être un petit peu moins que les chantiers dont vous parlez, mais néanmoins pour les Castelbourgeois, ces programmes de voirie sont éminemment importants. Donc programme de voirie pour ce qui concerne la voirie de la Gaffardière, de la Chenelière, de l'allée des Troènes, pour la reprise des cheminements piétonniers à la Bretonnière, au Clos Saint-Melaine, au Houpré et à la Maison pour tous. La réfection également du parking Domino's Pizza, la mise en place d'un BAV à Bel-Air, à la gare et dans le quartier de la Goulgatière, et enfin la déviation des eaux pluviales dans la rue du Champ d'Air. Donc tout ça est un gros morceau bien sûr, et sera disséqué en fonction des budgets. Et je pense, j'ai notamment en tête le budget annexe de la Bretonnière que vous connaissez tous, qui sera bien sûr chargé des cheminements piétonniers de la Bretonnière. Alors, cette commission MAPA a évalué seulement 2 offres. Et les élus qui étaient présents en commission MAPA se sont interrogés du peu d'offres. Et la réponse, très simplement, a été... une des réponses proposées par les services, c'est que le marché est un peu petit pour que d'autres entreprises se proposent. La commission a jugé la proposition de SRAM-TP comme la mieux disante. L'explication vient surtout du fait que le travail réalisé par l'autre entreprise sur la partie technique était moins bien noté. Voilà la raison réelle. Donc, il est proposé ce soir d'attribuer le marché à SRAM-TP pour un montant de 139 834 € hors taxe. Il s'agit d'un complément puisque, si vous en souvenez, on avait déjà attribué un premier marché de voirie et donc il fallait compléter. Donc là, on est vraiment sur un complément du premier marché de voirie qui avait été attribué. Hubert, question. Oui, j'ai bien entendu qu'effectivement les allées de la Bretonnière étaient sur le budget annexe de la Bretonnière. Bretonnière qui a besoin de travaux autres que les allées, effectivement, puisque tous les plattelages bois sont aujourd'hui inopérants. Les jeux ne sont plus opérants non plus depuis quelques mois, des barrières, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose effectivement qui rentre aussi dans ce cadre-là ? Alors, les jeux, barrières, plattelages, terrasses ont été vus en commission 2 juste avant l'été. Ça ne fait pas partie de ce programme de voirie, non. En revanche, la réfection de ces terrasses, petits ponts, jeux, aménagements en bois divers a été étudiée et sera budgétée incessamment. Juste une dernière remarque effectivement sur la Bretonnière. Donc dans le cadre effectivement du cahier des charges du lotissement, il est précisé effectivement la nature même des chemins qui devront être, la nature des chemins en fait effectivement qui devront être respectés. Ce sont des chemins creux. Donc voilà, je souhaite qu'on soit attentif à ça. Merci beaucoup de nous remonter cette info. On sera vigilant, ce sont certains. Chemin creux, après, c'est la durée de vie de ces chemins creux. Moi, ouais, je sais. Ils ont déjà 20 ans ? Ouais. Et ils sont fortement détériorés. Donc, de toute façon, l'attribution du marché, c'est pour la réalisation de travaux. La nature des travaux est à préciser. Ouais. Donc, non, mais c'est pas ce qu'on a prévu, mais
Voilà. Mais des fois, je me demande, au vu du développement du vélo, si un enrobé beige ne serait pas mieux qu'un sable ciment. Hmm. Oui, oui, c'est dans le cahier des charges, je sais bien. Mais on sait bien que autant pour du piétonnier, c'est très bien. Autant le développement des vélos qui empruntent ces chemins, on voit bien hein, quand on s'amuse un peu, ou un scooter qui passe sur le chemin et puis ça a de la vie. Bon. Mais oui, c'est dans le cahier. Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Une abstention. Hubert. Budget principal, décision modificative, Bertrand. Donc, décision modificative numéro 2, qui a été présentée en conseil municipal privé du 3 octobre 2023. La décision modificative numéro 2 de l'exercice 2023 a vocation à ajuster les inscriptions budgétaires du budget primitif pour tenir compte de la consommation finale effective des crédits, mais aussi des nouveaux engagements juridiques et comptables. En section de fonctionnement, cette décision modificative permet notamment d'ajuster le montant des compensations de l'État suite aux notifications. En section d'investissement, cette décision modificative tient compte de l'achat de matériel technique, ainsi que l'ajustement de plusieurs opérations d'équipement suite au décalage ou au report du démarrage des travaux. Elle inclut les subventions aussi notifiées en cours d'année. Donc, suite à cette présentation en conseil privé du 3 octobre, il vous est proposé donc d'approuver la décision modificative numéro 2 du budget principal 2023, qui vous avait été jointe en annexe, le tableau. Petite modif, il y en aura une numéro 3. Question, remarque, qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Délibération 167, toujours Bertrand. Donc là, c'est la redevance d'occupation du domaine public pour l'année 2023 due par GRDF. On a donc l'occupation du domaine public pour les ouvrages de distribution de gaz naturel et par les chantiers de distribution de gaz naturel. Et donc, il y a 2 redevances, et ces 2 redevances pour un montant de 2 286 €. Et donc, il nous faut émettre un titre exécutoire. Il convient de délibérer sur le montant de la redevance à régler. Voilà. On n'a pas de toute façon grand-chose à dire là-dedans. Question, remarque, qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté, merci. Garantie d'emprunt. Donc la garantie d'emprunt à Aiguillon Construction, c'est pour des travaux de construction de 17 logements résidences seniors pour un coût de 1 771 991 €. Donc, il est proposé au conseil municipal, après étude en conseil privé du 3 octobre 2023. Article 1, l'Assemblée délibérante de la commune de Châteaubourg accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d'un prêt d'un montant de 1 771 991 €. Article 2, la garantie est apportée aux conditions suivantes, c'est-à-dire que la collectivité s'engage pour la durée totale du prêt. Et l'article 3, elle s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Voilà. Donc c'est la dernière fois que nous passons ce type de délibération, puisque Vitré Communauté a repris cette compétence, on va dire, de garantie d'emprunt pour les logements sociaux, puisque là, il s'agit de 17 logements sociaux seniors, on va dire ça comme ça. Mais donc, c'est qu'à partir du 1er janvier 2024 que Vitré Communauté, donc sur les prochains collectifs de logements sociaux, notamment ceux qu'il y aura dans la ZAC, c'est Vitré Communauté qui assurera la garantie d'emprunt. Donc, c'est la dernière garantie d'emprunt que nous passons, sauf si on revient en arrière un jour, mais pour l'instant, en tout cas, je ne pense pas qu'on reviendra en arrière. Voilà. Des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Et donc, normalement, on devrait avoir des travaux qui démarrent. Tout est prêt. Tout est prêt désormais. Ils ont passé les marchés, ils ont les financements, ils ont le terrain. Donc, il n'y a plus qu'à construire, comme on dit. Et un programme qui est assez attendu. Il y a
si je ne me trompe, déjà une dizaine de réservations potentielles sur ces 17 logements. Voilà, donc on n'est pas inquiet du tout sur l'attractivité de ce projet, donc, qui sera situé juste derrière la maison de retraite. Et donc, il va falloir travailler maintenant sur ces liens entre la maison de retraite et cette nouvelle résidence et tout ce qu'on peut mettre en place comme service et action autour de nos aînés. Nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Y a-t-il des questions, des remarques, des choses que vous souhaitez aborder? Oui, vas-y Lucie. Ça fait longtemps que j'ai parlé dans le micro. Oui, on peut juste saluer l'initiative des associations du complexe du Prieuré qui ont fait une opération pour octobre rose, pardon. Voilà. Tout le week-end, oui, tout à fait. Comme l'année passée. Mais... Oui, très rapidement, du 23 octobre au 5 novembre, c'est la semaine du tourisme économique. Et sur Vitry Communauté, il y a 24 structures qui ouvrent leurs portes. À Châteaubourg, il y en a 4. L'EHPAD de la maison Hermine, Cap Climat Burel Group et Belmet qui vous attendent. Vous pouvez réserver directement sur le site. Voilà. C'est assez prisé, donc les élus qui souhaitent visiter ces entreprises, réservez parce que ça part assez vite. C'est bon ? Eh bien, écoutez, je vous propose de clôturer ce conseil municipal et bonne fin de soirée à vous toutes et tous.